Je voudrais aujourd'hui aborder la question du plaisir sexuel. Alors, on pourrait d'abord s'interroger sur les modalités du plaisir sexuel masculin et du plaisir sexuel féminin, mais ça, je le ferai dans une vidéo suivante. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est qu'on aborde la qualité de ce plaisir. On sait bien que à la fin d'un rapport sexuel, juste après ce rapport, on a quelquefois le sentiment d'avoir vécu quelque chose de très intense, quelquefois de moyennement intense et quelquefois d'assez peu intense. Donc on voit bien que cette qualité, elle est variable selon les rapports sexuels. Et donc ce que nous allons essayer de voir maintenant, c'est quels sont les ingrédients qui font que nous pourrions avoir ainsi une intensité de plaisir plus ou moins haute dans l'échelle du plaisir. Pour comprendre les différentes qualités de plaisir sexuel, nous pouvons nous reporter à quelque chose qui est pour moi important, c'est le fait que les règnes précédents nous ont légué dans cette fonction un certain nombre de choses. L'humain est fait à partir de l'histoire de la vie sur Terre, et toutes les fonctions que nous avons dans notre corps, elles ont été construites petit à petit par le végétal, par l'animal. Par exemple, nous n'avons pas inventé le sang chaud. Le sang chaud a été inventé par une petite espèce il y a 67 millions d'années, et nous bénéficions gratuitement de cette invention qui a été stockée en mémoire dans les chromosomes et transmise ainsi aux différentes espèces jusqu'à l'homme. Donc on voit bien que les fonctions humaines, elles s'appuient sur les inventions précédentes. Et dans la sexualité, la première forme de vie qui a inventé la reproduction, c'est le végétal. Et la dimension végétale en l'homme, c'est la capacité de faire des enfants. Aujourd'hui, cette qualité, cette capacité à faire des enfants, nous avons su nous en affranchir par la contraception, par le fait que l'espèce humaine est capable de faire l'amour en dehors des périodes de fécondité, qu'on peut faire l'amour après la ménopause, bref, que nous avons une sexualité qui s'est affranchie de la reproduction. Par contre, la deuxième dimension qu'on retrouve dans la sexualité humaine, qui est la dimension déjà d'un certain plaisir, c'est la dimension qui a été léguée par l'animal. Et l'animal, au moment où il se met en quête d'une relation sexuelle, d'un rapprochement sexuel, eh bien, il est mu par son instinct. C'est-à-dire que l'instinct lui indique c'est la période des amours, et ça correspond d'ailleurs chez l'animal à la période de reproduction, et que donc cet instinct va le mettre en mouvement jusqu'à ce qu'il arrive au terme de ce rapport sexuel et qu'à ce moment-là, il soit détendu, on pourrait dire assouvi, et cet assouvissement fait que, eh bien, il n'a pour l'instant plus de désir sexuel jusqu'à la prochaine fois. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'animal, il est mu par son instinct, et quand cet instinct est satisfait, l'animal est détendu, assouvi. Cette dimension, elle existe chez l'humain. C'est-à-dire que, de toute façon, le premier échelon du plaisir sexuel chez l'homme et la femme, c'est la détente d'une tension qu'on peut appeler assouvissement. Et ça nous est légué par l'animal. Et puis il y a des dimensions spécifiquement humaines. Ces dimensions spécifiquement humaines, elles sont par exemple que l'homme connaît les modalités de son plaisir et que la femme connaît aussi les modalités de son propre plaisir. On a vu très rapidement dans une vidéo précédente qu'en fait, l'homme et la femme jeunes abordaient le plaisir sexuel avec un point de vue différent, complémentaire, on le verra dans une prochaine vidéo, mais assez différent, puisque l'homme jeune a tendance à avoir son excitation qui monte très rapidement jusqu'à l'éjaculation, la femme jeune a tendance à avoir une montée du désir et du plaisir qui est beaucoup plus lente. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui paraît antinomique, alors qu'on verra qu'au contraire, dans la quête du plaisir, c'est totalement complémentaire. Un plaisir plus intense va nous être donné par le simple respect de notre façon d'aborder le plaisir selon l'homme ou selon la femme, en sachant qu'on verra dans une vidéo que plus l'homme retarde son plaisir, plus le plaisir est intense. S'il se laisse aller à un plaisir rapide, le plaisir n'est pas très fort. S'il va retarder le moment de l'éjaculation, retarder le moment du plaisir, le plaisir est plus intense. Et donc, respecter cette règle chez l'homme lui permet de monter en intensité de plaisir. Pour la femme, c'est l'inverse. Si elle est en quête d'un plaisir où elle laisse monter cette excitation à sa propre vitesse sans intervenir, eh bien l'excitation monte très lentement et à la fin, elle a des spasmes vaginaux, des spasmes du périnée qui vont produire un certain plaisir, mais pas de très forte intensité. Alors que si au contraire, elle va chercher des modalités de plaisir excitantes, si elle va chercher quelque chose qui réchauffe son plaisir, elle aura un plaisir plus intense. Ça veut dire donc que si l'homme et la femme respectent leurs propres modalités,
ils ont un plaisir plus intense. Mais par-dessus ça, il y a le fait que nous sommes des êtres avec des personnalités différentes et que tous les hommes n'aiment pas les mêmes pratiques sexuelles, toutes les femmes n'aiment pas les mêmes pratiques sexuelles. Il y a dans chacun des groupes des personnes qui aiment telle pratique ou qui n'aiment pas telle pratique, et ça c'est individuel. Et respecter ce que l'on aime en termes de modalité pour faire l'amour, eh bien ça nous donne plus de plaisir. C'est un petit peu à l'image, j'aime bien cette analogie, à l'image de l'alimentation. Si vous mangez des choses que vous aimez, vous digérez mieux que si vous mangez des choses que vous n'aimez pas. Eh bien, si on fait l'amour de façon dans la modalité qu'on aime, eh bien, on a plus de plaisir que si on fait des choses qui nous plaisent qu'à moitié. Donc on a vu qu'il y avait une dimension assouvissante, c'est-à-dire détente d'une tension. Une dimension spécifiquement humaine, c'est je connais mes modalités de plaisir en tant qu'homme et femme et je les respecte. Et puis quelque chose qui est personnel, c'est en tant que personnalité, eh bien, il y a certaines choses que j'aime, d'autres que je n'aime pas, et j'essaie de respecter ces modalités de plaisir. Et puis par-dessus ça, il y a encore un autre degré d'intensité de plaisir sexuel, c'est le fait d'aller explorer des choses qui, en même temps, on en a un petit peu peur, et en même temps, elles nous fascinent. On a des pratiques sexuelles, des désirs sexuels qui nous mettent un peu en excitation et qui en même temps nous font un peu peur, et aller s'affronter à ces désirs, essayer à notre mesure de les réaliser, ça donne un surcroît de plaisir. Il y a dans cette dernière dimension de plaisir sexuel qui va essayer d'explorer de nouvelles façons de faire l'amour, mettre quelque chose de nouveau, de plus excitant dans sa sexualité. Il y a aussi une autre dimension importante, c'est le fait que le plaisir de l'autre peut nous donner un surcroît de plaisir. Ce n'est pas par défaut d'avoir le courage d'aller chercher son plaisir dans ses propres modalités, d'hommes, de femmes et d'individus ayant des goûts et des dégoûts particuliers, c'est pas ça dont il s'agit. C'est par-dessus cette dimension, avoir la capacité d'aider l'autre à aller dans son plaisir et voir l'autre aller dans son plaisir jusqu'à la jouissance est extrêmement excitant, aussi bien pour un homme que pour une femme. Et donc cette dimension, c'est vraiment une dimension extrêmement élevée du plaisir sexuel masculin et féminin. Je voudrais, à propos du plaisir sexuel, revenir sur l'analogie avec l'alimentation. Et je disais tout à l'heure qu'il y a dans le plaisir de la table, eh bien, quand on mange ce qu'on aime, eh bien, c'est sûr qu'on a plus de plaisir que quand on mange ce qu'on n'aime pas. Et donc, quand on fait l'amour de la façon qu'on aime, eh bien, on a plus de plaisir que si on le faisait d'une façon qu'on n'aime pas. Mais on peut pousser l'analogie beaucoup plus loin et se rendre compte que dans l'alimentation, on peut manger pour combler sa faim, on n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup de travail, et donc on va manger un sandwich, on va boire une bière, et ça va nourrir la machine, et nous pourrons comme ça, la machine humaine, et nous pourrons comme ça continuer à travailler. Et donc on a comblé sa faim, on avait faim, on a comblé sa faim, on a assouvi sa faim. Et puis il y a une deuxième dimension, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est manger ce que l'on aime, en qualité, en quantité, et quand on a faim, et que ce respect de notre rythme, ce respect de la quantité et de la qualité de ce que nous aimons, va faire que nous allons plus déguster que d'habitude, nous allons manger avec plaisir, on va plutôt dire, manger avec plaisir. Et puis il y a encore une autre dimension, c'est celle justement de déguster, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'aller dans un restaurant gastronomique, choisir des mets qu'on a envie de déguster, et puis comme ça, goûter des très bons vins et faire une expérience gastronomique supérieure aux deux précédentes. Mais là, c'est évident aussi que pour aller dans un gastro, c'est mieux d'y aller à deux, c'est mieux d'aller à plusieurs, parce que du coup, on va partager ce qu'on découvre dans les vins, les arômes, etc. On va partager ce qu'on aime dans les plats, et donc le fait de déguster et partager donne un plaisir supérieur. Eh bien, si cette analogie, on la suit jusqu'au bout, on peut comprendre, quand on la transpose dans la sexualité, les différents niveaux de la sexualité, avec la partie juste détente d'une tension, comme on s'est nourri avec un sandwich et une bière. On peut aussi déguster à partir de ce qu'on aime, avoir du plaisir plutôt avec ce qu'on aime, et puis déguster et partager, ce qui fait qu'on se retrouve avec les mêmes dimensions, autant dans la sexualité que dans l'alimentation.